Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Très bien, parfait. Bien, je ne sais pas si on doit attendre un petit peu encore. Il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, je vous propose d'attendre encore 3 petites minutes et on commence. On n'est pas très nombreux. Bon, je pense qu'on ne peut plus attendre. Donc, on commence notre TP et je commence par partager mon écran. Et mon écran ne veut pas se partager. Qu'est-ce qui se passe?
Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Est-ce que mon écran est visible? Très bien, parfait. Donc, on passe au TP numéro 3. Euh, et pour le TP numéro 3, donc, on va passer à la régression logistique, ce dont on avait déjà parlé. Et donc, on avait dit que la régression logistique n'était autre que la classification. On a utilisé le terme régression, donc on avait dit que c'était pour des raisons historiques, beaucoup plus qu'on utilise la régression logistique parce qu'on est en train d'appliquer une fonction logistique qui va transformer notre output de la régression linéaire à, euh, à un ensemble de probabilités compris entre 0 et 1. Pourquoi les probabilités? Parce qu'on aura donc une classification, donc on essaie d'un objet donné à une classe donnée, sachant le vecteur caractéristique et les hypothèses. Euh, alors, une petite seconde. J'ai toujours des soucis de connexion sur ma machine. Donc, je continue. Alors, dans ce TP, nous aimerions prédire l'admission d'un étudiant à une spécialité donnée selon ses notes dans deux matières. Alors, donc, la première colonne, c'est des notes. La deuxième colonne, c'est des notes. On peut imaginer ça comme étant aussi les notes du premier et du deuxième semestre et la possibilité d'admission, oui ou non, à la spécialité IV. Dans l'ensemble de données, on a une dataset qui comprend trois colonnes. La première colonne, c'est pour la première note. La deuxième colonne, c'est pour la deuxième note. Et la troisième colonne, ça va être oui ou non admis avec 1 et non admis avec 0. Donc, les étiquettes, ça va être 0 et 1. Et on essaiera donc d'implémenter la descente du gradient pour la régression logistique. Donc, comme toujours, les librairies à importer, des demandes par rapport à l'utilisation de Panda. Moi, je vous propose NumPy et Matplotlib. Ça, c'est vraiment les bases. Après, vous pouvez utiliser les librairies que vous voulez, Panda si vous voulez, pourquoi pas, ou autre. L'important, c'est d'utiliser ce qui vous convient, mais surtout implémenter les choses qu'on veut voir et qu'on veut comprendre mathématiquement. Donc, c'est le plus grand objectif de notre programmation. Donc, les données, np.generate from text, comme d'habitude. Donc, on essaie de lire un fichier CSV. Donc, je vous ai dit que ça contient trois colonnes. Première colonne, c'est pour les premières notes. Deuxième colonne, deuxième note. Et troisième colonne, c'est les étiquettes. L'étiquette qui est une classification binaire, donc 0 et 1, avec 100 exemples, donc 100 enregistrements. Dans ces données, les data, la première colonne représente la première ligne, la deuxième colonne représente la deuxième note, pardon, la première note, deuxième note, et la troisième colonne représente l'admission à la spécialité 1 pour admis et 0 non admis. Chaque ligne représente un exemple, ça on le sait déjà. Donc c'est ce qu'on utilise comme représentation des données. On va mettre les données dans leur vecteur correspondant. Donc, X, c'est pour les descripteurs. Et on voit bien ici que c'est une classification multivariée.
Donc, on n'a pas un seul x, mais on a x1 et x2 auxquels on va rajouter des 1. Donc, notre x0 qui est égal à 1. Y, donc, c'est la dernière colonne, donc l'indice numéro 2. Alors, la forme, bien sûr, donc on a 100 lignes, 3 colonnes. Maintenant, donc, avec l'intercept, donc première colonne est égale à D1, et nos 100. Donc, les 100 étiquettes qui correspondent aux 100 exemples dans X. La descente du gradient, donc là, ce qu'on va rajouter à la descente du gradient, alors ici, ça c'est avec l'autre section, donc comme on avait fait le tour du TP, on avait essayé, de résoudre, de faire le TP ensemble. Donc on avait proposé une fonction sigmoïde donc pour le calcul de la fonction logistique. Donc en fait, la sigmoïde, on l'a bien vu, c'est 1 sur 1 plus exponentielle z. Si j'envoie un z en entrée, et en fait, cette sigmoïde, on va l'appeler pour l'hypothèse. Donc, exactement le même algorithme que vous avez utilisé pour la régression linéaire, on va juste faire un appel, avant de calculer le coût et la dérivée du coût, on va juste faire un appel à la fonction sigmoïde, et donc qui va transformer le output de la régression linéaire à un output logistique, on va dire, qui utilise la fonction logistique pour que le output soit justement compris entre 0 et 1 pour que ça représente les probabilités d'appartenance. Madame, juste une question. Pour la sigmoïde, c'est pas moins z. 1 sur 1 plus numpy de exponentielle moins z. Vous avez raison. Vous avez raison. Très bien, c'est vrai. C'est vrai. Donc 1 sur 1 plus np exponentielle moins z. Tout à fait. Très bien, Amayas. Donc voilà, on a appelé la sigmoïde. Alors ça, c'est à vous d'implémenter. Hein. On a juste commencé à le faire avec l'autre groupe, comme j'avais laissé le même TP. Et vous savez que notre Jupyter Notebook enregistre automatiquement, donc ça s'est enregistré. Donc voilà, ça c'est pour le calcul de la sigmoïde. Donc, avec ça, je peux recalculer ma sigmoïde. Donc, est égal à 1. Donc, je sais que lorsque les valeurs sont grandes, la sigmoïde est égale se rapproche de 1. Lorsque les valeurs sont petites, la sigmoïde se rapproche de 0. Voilà, donc moins 44. Je peux rajouter une valeur encore plus petite. Normalement, je devrais avoir une valeur encore plus petite. Et ça, vous vous rappelez, on l'a vu dans le schéma, donc dans la présentation. Donc, plus z est petit, plus la probabilité va être petite, la fonction logistique va être petite, va se rapprocher de 0. Plus z est grand, plus la fonction logistique va se rapprocher de 1. C'est ce qu'on a mis ici. Lorsque, pourquoi j'ai un A en plus? Lorsque, voilà. Donc, si je reviens sur notre implémentation, alors, j'étais à moins exponentielle moins 44, donc si je rajoute un 0, voilà, ça se rapproche de 0, parce que c'est une petite valeur, donc si c'est une grande valeur, on avait dit que ça se rapprocherait de 1. Alors, il y a une erreur, Py3 runtime warning, overflow. Overflow, donc on a une trop grande valeur, donc 0, plusieurs zéros. This is separate from IPyKernel package, so we can avoid doing imports until. Alors, si je fais 10 000, donc se rapproche de 1. Si je mets 80, non, ça ne devrait pas être... Voilà. Quand même, il y a des petites valeurs. Voilà, donc dépendant de ce que j'aurai comme sortie. Alors, si je mets un 1, moins 1, voilà. Donc moins 10. Alors, qu'est-ce que j'avais mis ici? NPRA de 2, 3, 2, et non, ça c'était une vérification. Maintenant, on calcule le coût.
Donc, le coût, on avait dit que c'était exactement le même coût que vous avez fait pour la régression linéaire. Alors, je pense qu'ici, tout ce que vous aurez besoin de faire, c'est juste de rajouter la fonction sigmoïde. Donc, c'est un petit peu on va dire un petit repos pour vous pour cette semaine, vu qu'on a déjà fait l'implémentation de la descente du gradient pour la régression linéaire. Donc, on va juste rajouter la fonction sigmoïde pour transformer seulement nos outputs. Donc, c'est exactement la même chose. Le coût, on a vu que c'était exactement la même chose aussi. Donc, c'est la fonction hypothèse moins y. Non, pardon. Donc, ce que vous devez changer par rapport à l'ancienne implémentation, c'est la fonction sigmoïde qu'on va rajouter à h, et c'est le calcul de coût. C'est la dérivée qui ne va pas changer. Donc, pour le calcul du coût, on a vu que c'était y, alors log y, alors y fois log l'hypothèse, plus 1 moins y moins log l'hypothèse. Normalement, c'est ce qu'on a mis. On va juste vérifier la fonction de coût. Y log l'hypothèse plus 1 moins y log 1 moins l'hypothèse. C'est ce que je viens de dire. Donc, c'est ce qui va changer. C'est ce qui va changer dans le calcul du coût. Donc, si vous reprenez exactement votre même fonction que celle de la semaine passée, votre même code, vous allez juste changer le calcul du coût et rajouter la sigmoïde, donc dans le calcul de l'hypothèse. Fonction de la descente du gradient, donc pareil, la descente du gradient, le même code que la semaine passée. Appel des fonctions, donc la même chose que le dernier TP. Le coût initial, donc on essaie de voir le coût initial avec les paramètres définis au préalable. Je définis le nombre d'itérations et le taux d'apprentissage. Alors ça, je vais essayer de voir dans l'ancienne implémentation pour vous donner le nombre d'itérations et le learning rate adéquat. Alors, decision boundary, ça c'est important. Ça c'est aussi une nouvelle chose que vous devez faire sur votre TP, sur le TP de cette semaine. Pourquoi? Parce que on aura besoin de ça donc on doit le comprendre pour la régression logistique et on va le réutiliser pour les machines à vecteurs de support. Donc, tout ce qui est classifieur séparateur. Donc, en fait, on a deux types de classifieurs en général. Parmi les types, vous avez donc les deux types, c'est les classifieurs générateurs et les classifieurs séparateurs. Et parmi les classifieurs séparateurs, donc on a justement la régression logistique et les machines à vecteurs de support. Donc, ici, on veut voir comment les données vont être séparées. Et donc, dans mon ancienne implémentation, j'aurai une ligne qui ressemblerait à ceci. Donc, ça, c'est notre ligne séparatrice qui va séparer les exemples positifs des exemples négatifs. Et si vous vous rappelez, durant le cours, on avait parlé de comment on obtient cette ligne. Et c'est très simple. Donc, à partir du moment où on a trouvé nos θ1, θ2, θ0, on va juste remplacer donc θ0 avec sa valeur, plus θ1 fois x1, donc θ1 sa valeur, plus θ2 avec sa valeur, θ2 avec sa valeur multiplié par x2. Et ensuite, donc, on aura une équation telle qu'on l'avait vue durant la séance passée. Donc, je ne me rappelle pas, c'était un 3 inférieur à 3, c'était x plus x1 plus x2 inférieur à 3, supérieur ou égal à 3. Donc, x1 plus x2 supérieur ou égal à 3. Donc, selon les valeurs de θ1, θ0, θ1 et θ2, vous allez trouver l'équation de votre ligne. Et une fois que vous aurez l'équation de votre ligne, deux caractéristiques seulement, x1 et x2. C'est ce qu'on a choisi de faire justement sur ce TP pour pouvoir voir la ligne séparatrice, boundary line, decision boundary, pardon. Donc, decision boundary. Donc, on a l'équation
on a trouvé nos θ0, on a trouvé nos θ1, on a trouvé nos θ2, le θ0, le θ1 et le θ2. Donc ça, c'est mon θ0. Mon θ1 multiplié par x, θ2 multiplié par x2, θ1 multiplié par x1, θ2 multiplié par x2. Et ça va nous permettre de dessiner une ligne. La ligne qui est x1 plus x2 est égale à 3. Une fois qu'on aura dessiné cette ligne, donc on aura besoin de 2 points à remplacer sur cette équation. Et là, on nous dit que y est égal à 1 lorsque x1, x2 est supérieur ou égal à 3. Donc, tout ce qui est sur la partie supérieure. Et normalement, vous allez trouver donc x1, θ1 et θ2 étant des valeurs positives, θ0 étant une valeur, je ne me rappelle pas, probablement négative, et vous allez vous retrouver avec une ligne comme celle que je viens de montrer, qui est la decision boundary. Et donc, on a besoin que θ1 x1 plus θ2 x2 soit supérieur à une certaine valeur qui nous permet de dessiner cette ligne. Et donc, tout ce qui est au-dessus de la ligne va être un exemple positif, donc l'étiquette numéro 1. Et ça, c'est important à implémenter dans votre TP. C'est pour ça que j'ai rajouté, donc ici, nous aimerions dessiner la ligne séparatrice de nos données, qu'on a appelée aussi decision boundary. Et rappelez-vous de ce mot, c'est ce qu'on va voir plus en détail plus tard. Pour l'affichage, donc je commence par afficher les données. Donc tout ce qui est admis est en cercle bleu, tout ce qui est non admis est en croix orange. Et donc notre objectif, c'est de trouver la ligne avec les θ0, θ1 qui va nous permettre de séparer nos données. Donc ça, c'est vraiment votre challenge. Vous allez essayer de trouver cette ligne, de trouver vos θ avec la descente du gradient et enfin de dessiner votre ligne pour voir comment séparer les exemples positifs des exemples négatifs. Enfin, donc on va essayer, après avoir fait ça, on va essayer de prédire les valeurs. Alors, pour le traçage de la ligne, je répète encore une fois, ça va être très simple après que vous ayez eu vos θ0, θ1. Donc, tout le travail qui va se faire va être dans la descente de gradient, que vous êtes supposé l'avoir terminé le TP précédent. Donc, dans la descente du gradient, dans la fonction de régression logistique, dans la fonction logistique, qui est la sigmoïde, et dans le calcul du coût. Donc, les petites choses qui vont changer, le calcul du coût, on va utiliser le logarithme. Une fois qu'on aura θ0, θ1 après l'apprentissage, on va juste utiliser donc l'équation θ0 plus θ1 x1 plus θ2 x2 pour dessiner notre ligne et visualiser quand est-ce que je peux accepter un étudiant et quand est-ce que je vais ne pas l'accepter. Voilà. Une fois qu'on aura fait ça, donc on va essayer de prédire est-ce qu'un étudiant qui a eu 9 au S1 et 17 au S2, est-ce qu'il sera admis ou pas à la spécialité? Et on va essayer, donc on n'a pas encore défini les classes. Pour ce TP, on ne va pas encore définir les classes, on va le faire dans le prochain TP. Pour ce TP, on va juste essayer de trouver la probabilité d'appartenance à la classe, la probabilité d'appartenance à la classe 1 versus à la classe 0. Et ce qu'on va trouver comme pourcentage va toujours refléter la classe 1 et non pas la classe 0. Donc, si j'ai 0,77, c'est en fait l'appartenance à la classe numéro 1. Donc, j'ai 77% de chance que l'étudiant soit admis. Donc, la classe positive, c'est admis. Et ça, on ne doit pas le perdre de vue, parce que c'est ce qu'on avait dit. En fait, la fonction sigmoïde, ce qu'elle est en train de nous dire, c'est la probabilité que y est égal à 1. C'est toujours la probabilité que y est égal à 1. Donc, h θ de x, qu'on a calculé avec la fonction sigmoïde, est égal à la probabilité que y est égal à 1. Donc, je suis toujours sur la classe positive. Donc, pour un input x,
Donc, ne confondez jamais avec y est égal à 0. Ou bien y est égal à 2, 3. On avait parlé aussi de la classification, la multiclassification, où le output, ce n'est pas une seule classe, une classification binaire 1 ou 0, mais 1, 2, 3, etc. On avait dit qu'on allait faire un vote majoritaire. Pourquoi on est en train de faire un vote majoritaire? Justement parce que le hθ de x va nous donner la probabilité d'appartenance à la classe y est égale à 1 et non pas un autre y. Donc, c'est toujours 1 contre les autres. Donc, la classe 1 contre la classe 0. Et quel que soit le pourcentage que je vais obtenir en output, ça va représenter le pourcentage d'appartenance à la classe y est égale à 1. Voilà, donc si normalement, si on trouve la même chose, si vous trouvez la même chose que ce que j'ai trouvé, et les mêmes θ0, θ1, θ2, pour la note 9 et la note 17, vous devriez avoir une probabilité de 0,77, 43, 23. Donc, probabilité que l'étudiant soit admis. Et là, donc, entraînez-vous pour essayer de trouver cette probabilité si éventuellement on a trouvé la même ligne séparatrice ou limite de séparation. Donc, on peut vérifier avec scikit-learn votre implémentation. Alors, pour le TP précédent, j'ai eu quelques questions de la part des étudiants me demandant qu'est-ce qu'on va vérifier. Est-ce qu'on va vérifier la normalisation? Est-ce qu'on va vérifier la descente du gradient? Donc, en fait, normalisation, oui, pourquoi pas, mais c'est pas ça le plus grand objectif du TP. Notre objectif de vérification, c'est la vérification des algorithmes d'apprentissage et non pas les algorithmes de normalisation. Donc, essayez de vérifier surtout la descente de votre gradient. Quels sont pour un input donné, quel sera votre output avec votre algorithme de descente du gradient et l'algorithme de scikit-learn ou sklearn. Comparé avec la normalisation, pourquoi pas? Mais encore une fois, ce n'est pas le plus important. Alors, j'ai rajouté ici pareil, donc je pense que je l'ai rajouté aussi dans le TP précédent. Donc, toute chose que vous jugez ou vous avez découvert durant votre TP, c'est bon de rajouter ici pour renforcer votre compréhension et, je ne sais pas, tester des choses, rajouter des choses que je n'ai pas demandé. C'est toujours des... Enfin, pour vous aussi, c'est aussi des bonus, hein, si vous avez des choses nouvelles, vous avez découvert de nouvelles choses. Voilà, donc c'est le contenu du TP. Qu'est-ce qu'il y avait aussi à dire? Alors, pour ceux qui n'ont pas envoyé le TP précédent, encore une fois, donc je pense que je l'avais déjà dit en cours, essayez d'envoyer vos TP, même s'ils ne sont pas complètement faits, essayez d'envoyer quand même vos TP à temps. Et même plus tard, donc vous allez, même si vous développez vos approches par la suite, et je vous encourage vivement, donc le délai, c'est juste pour un peu vous forcer à faire les choses à temps. Mais même s'il y a des zones d'ombre où vous voulez améliorer vos TP, vous pouvez bien sûr donc, envoyer après le délai. Je suis toujours là, j'essaie de répondre à vos questions le plus rapidement possible. Et les TP, c'est vrai que c'est noté. C'est la partie que j'aime le moins en enseignement. On doit vous noter. C'est vrai que vos TP sont notés, mais le plus grand objectif, ce n'est pas la note, mais c'est beaucoup plus votre compréhension. Et l'implémentation des approches, c'est pour comprendre. Voilà. Donc voilà, je voulais juste pointer ça. Donc j'ai des étudiants qui n'ont pas encore envoyé leur TP. Faites l'effort d'envoyer à temps, même si par la suite, vous allez améliorer vos algorithmes. Même si par la suite, vous allez changer votre implémentation, vous allez me réenvoyer le TP1, le TP2. Il n'y a pas de souci pourvu que essayez d'être à temps. Essayez d'être à temps parce que demain, vous allez tomber sur des deadlines, que vous soyez en entreprise, que vous soyez dans le domaine de la recherche. Il y a toujours des deadlines. Il y a toujours des dates butoirs où vous devez rendre un travail. Et sinon, vous risquez votre job.
Donc, essayez toujours de respecter vos délais, même si c'est pas parfait. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici, s'il vous plaît, par rapport au TP2, TP3, TP1? Donc, n'hésitez pas à poser quelconque question. D'abord, Madame, une seconde, oui, bien sûr, s'il bien vous sûr. plaît, Ahlam. Juste, je vais juste demander, est-ce que vous avez bien trouvé le TP3 sur sur le drive? Oui, il y a. Très bien, parfait. Oui, Ahlam. Madame, je vous avais posé une question, c'était par rapport à la normalisation. Est-ce qu'en général, est-ce qu'on normalise euh, la variable, target variable, je veux dire? Ah oui, oui, je pensais que je vous avais répondu, Ahlam, désolé. Ah, d'accord. Non, Non, pas grave. non, non, le Y, il n'est pas normalisé en général, non. Ah, On n'a pas d'accord. besoin de normaliser Y parce que Y ne va pas rentrer forcément dans le calcul. En fait, les θ sont liés à nos X, ils ne sont pas liés à nos Y, même s'ils contribuent, même si Y contribue au calcul de l'erreur et au calcul de la dérivée, mais on n'a pas besoin de lui mettre une échelle. Ah, Parce d'accord. qu'il va pas, il n'est pas lié directement à votre paramètre du modèle. Ah, d'accord, ok. Parce que quand j'avais calculé un coup, il était vraiment très, très grand avec le coup. Donc, ça créait overflow, l'algorithme du gradient Et à un moment. vous avez normalisé votre Y qui a résolu le Oh, problème? oui, oui, après, en fait, je l'ai normalisé, ensuite j'ai annulé ça parce que j'avais Oui, remarqué que c'était bizarre. Parce que j'ai lu quelques trucs qui disaient que ça reflétait pas la réalité si on venait à le normaliser. Donc, exactement. Exactement. Vous voilà. êtes en train de perdre le contenu de votre target value. Oui, c'est ça. Donc après, j'ai dû enfin, je sais plus comment j'ai fait, mais j'ai renormalisé les features. Enfin, non, j'ai changé les paramètres, pardon. T'as l'algorithme, ça a annulé l'overflow. D'accord. Alors, Oui, vous soulevez un point très important, Ahlam, et c'est un point que l'autre section aussi a soulevé. Il y a un problème d'overflow et on a essayé d'étudier ça justement. Et on a trouvé que la normalisation des caractéristiques résolvait le problème le de problème l'overflow, oui. de l'overflow. L'overflow, Justement. voilà. Je pense que l'overflow arrive parce qu'on est en train donc d'abord de construire une matrice grande et aussi donc les valeurs probablement donc les valeurs de l'erreur sont très grandes. J'imagine que les valeurs sont Oui, très c'est grandes. ça. Justement, ça n'arrivait parce que je faisais des prints des fois et ça faisait infini à un moment. Voilà, voilà. Donc C'est ça, justement. exact. Et même le overflow, donc il pointait vers la fonction power, la fonction de Oui, power au justement, square. là, de perte, exactement. C'est ça. Exact. Tout à fait. D'accord, oui. Donc, comme on avait des valeurs beaucoup trop grandes et on avait, donc c'était pas seulement une seule valeur, donc imaginez que tout notre vecteur avait des valeurs très très grandes. Le vecteur, parce qu'on avait utilisé la vectorisation, donc hθ moins y au carré, mais en fait, tout ça, c'était un vecteur de 97 valeurs. Donc, Oui, il y avait de très très grandes valeurs et c'est ce qui a causé. exactement, oui. Voilà, donc c'est ce qui a causé probablement. Donc en fait, c'est un peu logique, hein, parce que si vous prenez un θ, je ne sais pas, on le prend, un θ est égal à 0,1 et on a donc la valeur de x qui est, je ne sais pas, on a des 1000 quelque chose, et donc 1000 moins le y qu'on va trouver une petite valeur. Donc, on a une très grande valeur dans notre x2. Le x1, il est assez petit, mais le x2, il est assez grand. Donc, une grande valeur. Euh, et sûrement, donc, quand on multipliera, même si θ est assez petit, donc on va multiplier une grande valeur avec θ et à trouver une grande valeur pour l'hypothèse avec les Oui, premières. On va exactement, oui. soustraire.
Voilà, donc on soustrait un Y qui est, lui, petit, et ça va vraiment, Oui, ça va exactement, faire, c'est ça. Ça va faire arrêter l'algorithme directement. Ça va donner des exact. valeurs non définies à θ. Voilà, Oui, des grandes valeurs, même pas non définies, de grandes valeurs pour toute l'hypothèse. exact, oui. Et alors que lorsque vous allez normaliser, donc bien sûr, la valeur de x1 et x2 qui va être comprise peut-être entre 0 et 1 ou entre moins 1 et 1, donc petite valeur moins une autre plus ou moins petite valeur qui est notre y, au carré, on reste toujours dans les normes d'une case mémoire. Oui, c'est ça. En fait, j'avais normalisé le Y parce que même après avoir normalisé le X, je me retrouvais avec un Y égal à 6 millions, je sais pas. Un truc du genre. Donc, je me suis dit pourquoi ne... Parce que j'ai trouvé que le coût, il était à 10 puissance 10. Pour un coût OK. initial, j'ai trouvé que c'était vraiment grand. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas normaliser. Mais après, ça donnait un θ qui ressemblait pas à celui de scikit-learn, justement. Donc, j'ai Sans rechangé. normalisation. Euh, en normalisant, non, en normalisant le Y. On Ah, normalise, pardon. voilà, donc Oui, voilà, voilà. normaliser. Oui. Oui, oui, j'ai normalisé le Y et ça donnait des valeurs pas égales du tout à celles de scikit-learn. D'accord. Oui, Oui, normalement, le Y, ça n'a pas beaucoup de sens de normaliser le Y parce qu'en oui, fait, euh, est-ce qu'on est en train de retomber sur le même problème qui était avant la normalisation des X? Pas à ce point, mais on se rapproche parce que là, on va se retrouver avec une très petite valeur de Y et une grande valeur de l'hypothèse. oui, c'est ça. En tout cas, j'ai essayé beaucoup de choses. Très bien, très bien. Non, non, c'est bien que vous. Il y a plusieurs étudiants qui ont soulevé justement ce problème de overflow. D'accord. Et bien sûr, donc, je suis contente parce que vous avez compris le problème. On est en train de générer une hypothèse grande et un Y petit. Et c'est là que la normalisation va intervenir. Un autre point intéressant ici, c'est que la normalisation, donc ce qu'on cherche. Alors, je réponds tout de suite, Yasmine, à votre question de vectorisation. Je termine juste le point de overflow. Donc, ce qu'on remarque ici, c'est qu'on a besoin de petites valeurs de x et que ça soit x1, x2, quelque x, on a besoin de petites valeurs, sinon on va tomber sur des overflows. L'objectif de la normalisation, c'est que les x aient le même intervalle. Donc, en fait, si x1 est compris entre moins 1000 et plus 1000, on a besoin que x2 soit aussi compris entre moins 1000 et plus 1000. Mais là, donc, si on fait ça, euh, on risque de converger plus rapidement parce que les valeurs de x1 et de x2 se rapprochent parce que pour converger, on a besoin des deux valeurs, enfin des deux valeurs, de toutes les valeurs de nos caractéristiques ayant des valeurs qui se rapprochent, qu'elles soient grandes ou petites. Donc ça, théoriquement, si on a les valeurs de x1 et de x2 qui se rapprochent, théoriquement et mathématiquement, on va converger plus rapidement. Dans la pratique et dans la programmation, même si x1 et x2 ont le même intervalle, ils doivent quand même être petits. Parce que s'ils sont grands, même s'ils ont un grand intervalle, on tombera justement sur de très grandes valeurs de l'hypothèse. Et il y Que aura un l'ordinateur peu. ne peut pas gérer, justement. Voilà, voilà. Donc, c'est un problème technique. Oui, Mais mathématiquement, on doit juste avoir nos x qui ont les valeurs qui se rapprochent, qui sont dans le même intervalle, pour pouvoir ne pas faire de grands sauts pour trouver le minimum local, le oui. minimum global aussi. Ah, d'accord. Merci. De rien, Ahlam. Alors, c'est quoi la différence entre vectorisé et non vectorisé? Alors, la vectorisation, c'est une technique qu'on utilise pour exploiter les capacités des langages de programmation. Euh, Mathématiquement, ça a un sens, mais ça n'a de sens que si on est en train d'utiliser des librairies qui accélèrent le calcul. Quand j'utilise une programmation non vectorisée,
Donc, pour le calcul de la dérivée, de la dérivée du coût, donc on avait dit, donc, si je reviens sur peut-être la présentation, c'était là. Donc, ça, c'est notre dérivée. Et notre dérivée, on voit bien qu'elle va être le cumul de la dérivée à chaque point, à chaque exemple de notre ensemble de données. Je vais dire ça. Donc, à chaque point de notre ensemble de données. Donc, à chaque exemple, je dois calculer l'hypothèse, lui réduire notre y, la multiplier par le vecteur pour lequel je veux calculer la dérivée de θ de ce vecteur, θ relatif à ce vecteur, ou à cette caractéristique, et ensuite je cumule sur chaque exemple. Dans un langage basique, en C++, ça on va le faire avec une boucle pour i allant de 1 jusqu'à m, dérivée de j égale dérivée de j à laquelle j'initialise. Donc j'initialise la dérivée à 0 et à chaque fois je somme. Et ça, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps parce que je dois appliquer ça à mes m exemples et à un certain nombre d'itérations. Donc, ce que nous proposent des librairies telles que NumPy, et c'est ce que fait aussi MATLAB, MATLAB étant aussi un langage très, très robuste pour l'apprentissage, parce qu'il traite des données. D'ailleurs, MATLAB, ça nous vient de matrices, donc il traite très bien les matrices. Il y a de très bons algorithmes derrière qui vont traiter les matrices. Donc, pour exploiter ça, on ne va pas utiliser une boucle pour chaque exemple et je cumule sur le coût θ, mais plutôt, donc je calcule hx moins y, donc un grand vecteur que je multiplie par x, ça me donne un grand vecteur et ensuite je fais la somme de mon vecteur. Et ça accélère les calculs étant donné qu'on est en train de travailler sur un langage et sur une librairie qui a des algorithmes performants dans le calcul matriciel. Et ça, c'est l'écriture vectorisée. Au lieu d'écrire l'écriture non vectorisée où on va utiliser une boucle pour. Donc, par exemple, ici, hθ. Donc, ce qu'on va essayer de faire pour hθ, donc j'ai un hθ qui est un vecteur. Je veux calculer mon coût. Donc, h de 1, premier exemple, h2, deuxième exemple, jusqu'à hn, nème exemple. Bien sûr, si je commence par 0, donc ça va être n aussi, vu que le 0, je l'ai rajouté. Donc, on a donc notre vecteur, qui est le vecteur de l'hypothèse, moins y. Y qui est aussi un vecteur. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre h moins y1, donc l'hypothèse du premier exemple moins l'hypothèse du deuxième exemple, j'aurai un nouveau vecteur. Qui est, donc ce vecteur, c'est exactement ça. Donc h de xi moins yi, j'enlève juste le subscript, donc l'exponent i, pour avoir donc l'hypothèse moins y sous forme d'un vecteur. On aura donc ça, je multiplie par x, j, vu que je suis en train de chercher l'hypothèse, la dérivée de θj, donc je multiplie par xj, et bien sûr, ça c'est, on appelle ça le dot product, c'est pas la multiplication matricielle, c'est multiplication vectorielle. Donc, je multiplie ça par ça, première valeur, deuxième valeur par deuxième valeur, je vais avoir un vecteur aussi de n valeurs. Donc, de x0 de n plus 1 valeur, de x0, enfin de 0 jusqu'à n. Donc, n plus 1 valeur. À ce vecteur, je vais appliquer donc la somme. Je vais mettre maintenant, c'est juste maintenant que je vais appliquer la somme. Et ça, c'est différent que de dire,
je prends le premier exemple, je calcule l'hypothèse, je soustrais y, je multiplie par x1 et je cumule dans la dérivée. Je prends x2, donc c'est une boucle pour. Je prends x2 pour i est égal à 2. Je soustrais y, je multiplie par x relatif et j'aurai une deuxième valeur que je vais cumuler dans le coût. Et ainsi de suite jusqu'à avoir le coût final. Donc, la première écriture, c'est l'écriture vectorisée où je vais directement utiliser un vecteur. La deuxième écriture, c'est l'écriture classique où on va utiliser une boucle pour chaque exemple. Et ça, c'est pareil donc pour le calcul de l'hypothèse. Donc, si j'ai le vecteur θ, donc grand θ, donc j'aurai alors x, qu'est-ce qu'on avait mis? On avait mis x, donc x c'était les transposés. Donc ça c'était la transposée, x2, transposé aussi, jusqu'à xm, qui est notre transposé, qui est la transposée du vecteur qu'on connaît. Donc ça va être une ligne, la ligne qui contient n valeurs, ou n plus 1 valeur, le nombre de caractéristiques avec le intercept, avec le pli, x0. Donc ça aussi c'est une ligne, une autre ligne, jusqu'à la mième ligne. Donc les m exemples. Donc on aura m exemples, et pour trouver notre hypothèse, donc je vais juste, alors qu'est-ce que je vais multiplier? Donc ligne fois colonne, et nous on a besoin de mettre ligne fois colonne. Donc ici je vais multiplier par nos θ. Donc θ0, θ1, jusqu'à θn. Et donc ça va nous créer une ligne que je multiplie par une colonne et j'aurai une valeur qui est notre hypothèse. Donc en fait, on est en train de calculer l'hypothèse de tous les exemples en même temps avec un calcul matriciel. Donc hθ de x. Dans une programmation classique, on aurait pris le premier exemple, on aurait pris θ, on aurait calculé le premier exemple sur θ et on aurait eu une hypothèse pour chaque exemple séparément. Donc pour i allant de 1 jusqu'au nombre d'exemples, h de 1 de mon x, de mon premier x, égale donc θ0 fois x0 plus θ1 fois x1 plus θ2 fois x2, etc. Au lieu de faire ça, au lieu d'utiliser une boucle pour chaque exemple, et à l'intérieur, je vais aussi utiliser une boucle pour chaque caractéristique, je vais multiplier la caractéristique par le θ, j'utilise une matrice, donc une écriture vectorielle, où je place tous mes x dans une matrice, je place tous mes θ dans un vecteur, et je vais faire grand X multiplié par grand θ. Et ça va, grand X, donc ce grand X, il correspond à tous les exemples. Tous les exemples avec toutes les caractéristiques. Le nombre de colonnes, c'est les caractéristiques. Le nombre de lignes, c'est les exemples. Et c'est pour ça que lorsqu'on lit notre fichier data, on trouve bien que le nombre de lignes, c'est le nombre d'exemples. Et le nombre de colonnes, c'est le nombre de caractéristiques. Alors que mathématiquement, une caractéristique ou un vecteur caractéristique, c'est un vecteur. Donc à la base, je devrais écrire x sous forme, donc x0, x1 jusqu'à xn. Ça m'aide dans une écriture classique de programmation, un algorithme classique où j'utilise une boucle pour aller sur chaque élément de mon vecteur. Mais comme je veux exploiter les capacités des opérations matricielles de NumPy, on va transformer ce vecteur en une ligne. Donc, je fais la transposée et chaque exemple de notre base de données, je le transforme en ligne. Donc, j'aurai une matrice avec m lignes qui sont les m plus 1 lignes qui sont les m exemples et plutôt m lignes qui sont les m exemples. Et donc, nos θ, aussi un vecteur pour lequel je vais appliquer une opération de multiplication matricielle. Et c'est exactement ce qu'on a fait dans le TP1, dans le TP2.
Où est-ce que je vais bien pouvoir trouver le TP? Sachant que x est égal à x1, donc le premier exemple, mais transposé. x2 mais transposé jusqu'à x1 transposé. Donc en fait, il faut juste comprendre l'idée derrière ça. L'idée derrière pourquoi on est en train d'écrire différemment nos exemples. Alors, j'étais où? J'étais là. Donc, pourquoi on est en train d'écrire différemment notre dataset? Au lieu d'écrire des vecteurs, on va utiliser l'écriture vectorisée. Est-ce que c'est clair, Yasmine? Oui, madame, c'est clair. Très bien. Merci. De rien. D'autres questions, s'il vous plaît? Madame, c'est pas pour la descente de gradient. Oui. Nous, on calcule les gradients pour θ0 et θ1. C'est-à-dire, on fait 1 sur 1, la somme de h moins y fois x ou bien fois 1. Si c'est θ0, θ1. Répétez 1 sur hθ. 1 sur m. Oui. Oui. La somme de h moins y fois x ou bien fois Oui. 1. Est-ce qu'on Fois. pourrait Oui. fois x ou bien fois 1? C'est-à-dire, ça dépend si on calcule soit θ1 ou Exact. θ0. Exactement. Très bien. Est-ce qu'on pourrait utiliser la transposée de x, madame? Par exemple, on fait 1 sur m, la Oui. somme de la transposée de x fois x θ moins y. Parce que si on fait la transposée de x, les 1 qu'on a sur la transposée de x, D'accord. si on fait la transposée, on aura nos 1 sur la première ligne. Oui, tout à fait. Donc, quand on multiplie, on aura comme si c'était θ0, x fois θ, fois le 1. C'est comme si on a le 1 qu'on calculait avec la méthode θ0 égale 1 sur 1, la somme de x moins y fois 1. D'accord. Et Alors, donc, en fait, on va essayer de mettre une matrice oui, avec, donc ici, c'est notre x1, premier exemple, x2, donc on ne va pas mettre la transposée, donc jusqu'à xm. Donc, on aura 1, 1, 1 jusqu'à m, et on aura donc ici petit x1, x2, jusqu'à xn. Très bien. Oui. Et là, on fait quoi? Donc, la matrice que vous avez fait, maintenant, ça, c'est la transposée. Nous, ce qu'on fait, on multiplie. On fait la multiplication de la matrice, c'est-à-dire on multiplie fois x fois θ. Je multiplie par x fois θ. Quel x? On va dire x1. Donc, x1, non, la matrice complète. La matrice complète. Ah, c'est ce que j'ai écrit ici. On la multiplie par quoi? On la multiplie par x fois θ. Le résultat de x fois θ moins y. X fois θ, c'est ça? Oui, moins y. En fait, moins y. Ok. Donc, ça, on le multiplie. On multiplie tout ça par 1, 1, 1, x1. Après, on fait 1 sur 1. Donc, 1 sur m, il y a la dernière méthode. Donc, x fois θ. X fois θ, ça va nous donner un vecteur. Oui. Moins y, ça va nous donner aussi un vecteur qui contient m lignes. Oui. OK. Donc, je vais enlever ça. Et je vais dessiner donc notre vecteur qui est, ça c'est l'hypothèse, moins y. Oui. Et ça, on ne peut pas le multiplier. Le nombre de lignes ne correspond... Ah, si. Donc, si on peut. Ligne fois... Oui. Donc, ça fois y, fois y, fois y. Oui, c'est possible. Et ensuite, oui, normalement, c'est possible. Ça, c'est plus simple si par exemple, si on a encore d'autres variables, on ne change même pas de fonction de gradient. On change seulement notre θ.
par exemple, on a deux features, donc 3 fois 1, donc 3, 3. Oui. On ne change rien dans notre fonction de gradient. On n'a pas besoin de faire des changements. Juste la transposer, parce qu'on a fois θ1, fois θ2, fois θ0. Ça ne change pas normalement. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est correct. Une seconde. XJ de l'exemple I. De l'exemple I. Donc, on est bon. Donc, ça, c'est le X, la ligne, fois la colonne. Donc, ça me donne première valeur. Très bien. Deuxième ligne fois la colonne me donne la deuxième valeur, la deuxième dérivée. Donc, on est en train de calculer les dérivées de tous nos θ, de Oui. tous nos J par rapport au θ. Oui, je pense que ça marche. Ça, c'est l'hypothèse. Et ça, c'est nos X. Normalement, c'est bon. Hein? Ouais, donc, on calcule une seule fois H moins T moins Y, une seule Oui. fois. Et ça, c'est construit. Normalement, c'est bon. Hein? Normalement, c'est la même chose. Normalement, si vous faites ça, ça va être la même chose. Oui. Oui. Après, il faut juste vérifier qu'on n'a pas d'overflow parce qu'on a de grandes valeurs. Mais je pense que si on n'a pas d'overflow dans la première partie, on n'aura pas d'overflow ici aussi. Donc oui. A priori, oui. Vous avez normalement raison. Normalement, ça marche. D'accord. Est-ce que tout le monde a compris l'idée de votre camarade? Et est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous avez... Donc moi, a priori, je suis d'accord. Est-ce que vous avez compris l'idée de votre camarade? En fait, nous, au lieu de calculer les dérivés par rapport à θ1, θ2, on calcule par rapport à tout θ. À tout état. Parce que, Exact. voilà. Exact. Donc, en fait, ce qu'a fait votre camarade, c'est de prendre sa fonction hypothèse. Donc, après avoir eu les θ, il a pris son hypothèse, il lui a soustrait les y et il a trouvé un vecteur. Ce vecteur correspond à cette formule. Donc, hθ de x moins y. Donc, ça, c'est le vecteur. Et il l'a fait pour chaque exemple. Donc, au lieu d'avoir une seule valeur, il l'a calculé en un seul coup. Donc, il a tous ces h, toutes ces hypothèses pour tous les exemples, moins tous ces y pour les m exemples. Il en a fabriqué un vecteur. Le vecteur contient m exemple, donc de 0 jusqu'à m moins 1, donc m exemple. À ce vecteur, donc nous, on sait que le coût, que la dérivée du coût, c'est donc hθ de x moins y multiplié par x. Mais pour chaque exemple, donc si j'ai hθ de l'exemple i moins y de l'exemple i, je dois le multiplier par xj de l'exemple i aussi. Et justement, les xj sont là. Donc en fait, s'il prend ces x en tant que vecteur, il va les placer en tant que vecteur. Donc, si je veux trouver la dérivée du premier θ, donc ligne fois colonne, première valeur, donc il aura, voilà, c'est bon. Donc, pour la première valeur que j'aurai ici, c'est la dérivée par rapport à θj, θ0, pardon. θ0. Pourquoi c'est la dérivée par rapport à θ0? Parce que je prends la première ligne qui est égale à 1 partout, je la multiplie par le vecteur qui est h moins y. En fait, je suis en train de faire h moins y multiplié par 1. Donc, 1 fois h moins y du premier exemple. Ensuite, plus, je suis en train de faire une multiplication matricielle. Donc, le 1
plus 1 fois H moins Y du deuxième exemple. Donc, c'est cet élément fois cet élément. Plus, troisième exemple, est là. Donc, 1 fois H θ moins Y du troisième exemple, que je vais mettre ici, plus 1 fois H moins Y. Et je continue à faire ça jusqu'à la dernière valeur, qui est celle-ci. Donc, c'est la millième valeur, le millième exemple. Donc, 1 multiplié par, dernier exemple, la millième valeur, la dernière valeur, le dernier exemple, Hθ moins Y. Donc, 1 plus 1 fois H de Hθ moins Y. Bien sûr, c'est pour le millième exemple. Et là, ce que j'ai fait, c'est la somme avec une seule opération matricielle. La ligne fois la colonne, ça m'a donné exactement, c'était quelle dérivée? Ça m'a donné exactement la dérivée par rapport à x0. Est-ce qu'on a mis la dérivée par rapport à x0? Bon, c'est dans l'ancien cours. Mais nous, on sait qu'on va multiplier par xj. Et du moment que x0 est égal à 1, donc on va se retrouver exactement avec cette somme. Donc, lorsqu'on aura trouvé ça, on multiplie sur m. Donc ça, pourquoi? Parce qu'on a multiplié par m ici. 1 sur m. Donc, on va diviser tout ça, multiplier par 1 sur m, qui est équivalent à la division par m. Et donc, ce qu'on a fait avec cette première opération matricielle, c'est de trouver la dérivée du coût pour θ0. Qu'on va mettre, donc ce contenu, on va le mettre dans le résultat ici. On fait la même chose pour θ1, et θ1 aura une valeur différente maintenant. Ça ne va pas être la valeur 1, ça ne va pas être des 1 partout, mais ça va être x1 pour chaque exemple. Donc, chaque exemple a son propre x1. Donc, pareil, on va prendre la ligne qu'on va multiplier par la colonne. Donc, ligne par colonne, donc je prends x1, je multiplie ici par h moins y du premier exemple, x1 du deuxième exemple que je multiplie par h moins y du deuxième exemple, x1 du troisième exemple que je multiplie par h moins y du troisième exemple, jusqu'au millième exemple. Donc, x1 du millième exemple que je multiplierai par h moins y du millième exemple. Et bien sûr, je suis sur un calcul matriciel, donc élément fois élément, plus élément fois élément, plus élément fois élément, etc. Donc, je suis en train de faire la somme, en fait. On est en train de faire la somme de x1 multiplié par h moins y de l'exemple i, où i allant de 1 jusqu'à m. Du premier exemple jusqu'au millième exemple. Et ça, si je reviens sur ma dérivée, c'est exactement la dérivée. Donc, h moins y fois xj, donc je suis sur x1, et je fais la somme sur tous les exemples que je vais diviser par m. Et c'est ce que nous permet de faire justement le calcul matriciel. Et c'est encore une fois une vectorisation qu'on est en train d'utiliser. Donc, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est Amayas, c'est ça qui a proposé ça? Oui. Très bien. Est-ce que vous avez compris ce qu'a proposé votre camarade Amayas? Bien. Donc, une autre technique de vectorisation qui va donc accélérer les calculs, mais toujours, tout à fait, c'est une très bonne idée. Il faut toujours donc
vérifiez vos overflows. L'overflow, c'est un gros problème pour ce genre de librairie. Très bien, très bonne idée. Autre chose? Des questions, des remarques? Bon, je pense qu'on a encore une vingtaine de minutes pour la séance. Donc, si vous avez toute remarque, toute question, sinon, je vais vous demander, donc comme pour les autres groupes, d'essayer de résoudre ensemble l'algorithme. Ou bien s'il y a une personne qui a un problème dans son code, qui peut toujours partager son code et on essaiera de voir ça ensemble. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelque chose de simple qui ne nécessite pas de l'entraînement. Bon, ça c'est TP2, non? On va utiliser TP3. Alors, on a lu nos fichiers, on a placé notre premier vecteur, l'ordonnée à l'origine. On a vu, donc, la sigmoïde. On a trouvé notre sigmoïde. On va essayer de calculer le coût. Alors, si je prends l'idée de votre camarade, comment on écrira le calcul du coût ici? Proposez-moi des choses pour le calcul du coût. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont déjà fait ça pour le TP précédent. Bon, je préfère pas le coût. On va essayer de faire ensemble gradient descent. Et essayons d'implémenter gradient descent avec l'idée de votre camarade. Alors, pour le coût, on a y prédit égale à np transpose np. Alors, je vais prendre ça tel quel, Ahmed. Et on va essayer de voir si ça marche. Bon, moi, j'ai déjà vu. Donc, ça va être beaucoup plus pour vos camarades. Alors, ça, c'est compute cost. Y predicted égale à np transpose, np mat multiplication, x θ, m est égal à ln de y, et j est égal à 1 demi. Alors, ça, c'est le coût, donc je prends tel quel, et on va voir ensemble. Alors, essayons de voir la proposition de votre camarade Ahmed. Alors, y predicted égale à np transpose, np multiplication de x, donc on a x fois θ. Alors, m est égal à ln. J est égal, je pense que c'est la même écriture, non? np transpose, np, c'est la même chose. M est égal à ln, c'est la même chose. OK, donc ça, j'enlève. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec votre camarade? Les valeurs prédites, donc il a prédit les valeurs de y en faisant la multiplication de x fois θ. Ensuite, il a pris la taille de y. Oui, donc c'est le nombre d'exemples. Et il a mis, donc, j, le coût, est égal à 1 sur 2 fois m, notre formule, multiplié par np, donc la somme de y prédit moins y à la puissance 2. Donc, on est d'accord sur ça. Et on va essayer d'appeler ça, donc, compute cost. Et on va prendre ça pour faire un appel.
Où est-ce qu'on a mis notre appel? Initial cost. Il est où notre coût initial? Voilà. Initial cost. Ah, est-ce que j'ai exécuté? X, θ, c'est des zéros de n. Ah, ici, je voulais juste vous faire une petite remarque. Donc, par rapport à n, la dernière fois, on a utilisé n directement, θ est égal à n plus 0 de 2, 1. Et on avait dit que c'est toujours une meilleure pratique d'utiliser donc des variables au lieu d'utiliser des chiffres. Parce que pour la maintenance de notre code, c'est toujours plus intéressant d'utiliser des variables. Donc ici, n, c'est le nombre de caractéristiques. Pourquoi on a un non, Ahmed? Initial cost. Est-ce que je n'ai pas exécuté ça? Normalement, même si c'est des zéros, θ0, θ1, nos x. Est-ce qu'on a nos x? Oui, nos x sont là. Nos x sont là. Nos y sont là. Alors, y. Est-ce que nos y sont là? Nos y sont là. Nos x sont là. On a divisé sur quelque chose. L'n de y. On a exécuté le coup, non? Ah, manque return. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tourner. C'est vrai, c'est vrai. On a oublié le return. Return J. OK. Donc, on calcule le coût initial. Est-ce que votre coût est de 180 000 avec θ0 et θ1 est égal à 0? Est-ce que vous avez Non. trouvé le même coût? Non, Non? Non, normalement, c'est 30 là. Je pense que c'est 30. Je pense. Pour le TP3, hein, c'est pas le TP2. Ah, TP3, pardon, attendez, excusez-moi. TP3, non, madame. Pas de souci. Je sais pas, madame. TP3. Pour le TP2, هاولك, madame. D'accord, d'accord. En fait, ça c'est justement, vu que le TP2, vous êtes supposé l'avoir fait, donc je suis passée directement au TP3 pour qu'on le fasse ensemble. Donc on peut utiliser donc la même fonction pour le TP2. Alors une petite seconde. Vérifiez avec moi si pour le TP3, donc normalement vous avez téléchargé le TP3. Alors le TP2, où est-ce qu'on l'a mis? Ici. Compute cost. Voilà. Alors, mais je dois tout exécuter. OK. Intercept. Scatterplot. Le coût compute cost. Ah. Indent. On a un... Ah. Je l'ai mis 2 fois. Okay. Alors, on va aller chercher... Moi, j'ai trouvé 0,3, pour être honnête. Pour le TP3? Oui. Je sais pas. Alors, une seconde, on va vérifier pour le TP2. Print. Ça a l'air un peu grand, le chiffre, je sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez initialisé vos θ à des zéros? Oui. Madame, pourquoi on fait des points transpose dans le coup? Comment? Pourquoi est-ce qu'on transpose x fois θ pour h dans le coup? H égale 1p point transpose. On ne peut pas faire directement math nul direct.
Alors, compute cost ici, NP Oui. transpose, NP multiplication. Donc, on a fait X fois θ, Y Oui. prédit. Y prédit, c'est un vecteur. NP Madame, transpose. Alors, X, ça va nous donner le nombre de lignes de X. Pourquoi? Attendez. Donc, X, c'est notre matrice qui contient 97 lignes et 3 colonnes. Quand on multiplie ça par θ, on aura un vecteur de 97 lignes. Et pourquoi ça n'a pas donné d'erreur? Y prédit. Oui, mais la taille de Y ici, c'est combien? Attendez. c'est 1 fois 47 97. وعلاش؟ ما راهوش NP جاي مدام بليني، راهو جاي شغل فيرتيكال، راهو ان سول طابلو إيكغيك. دونك ما نقدروش نديرو جون 1 فوا 97 ناقص 97 فوا 1. oui, je suis d'accord avec ça. دونك Je انا suis نديرو d'accord. Je suis d'accord. C'est juste que je ne comprends pas. X, la taille intérieure, c'est 97 lignes et 3 colonnes. Qu'on va multiplier par un vecteur. حتى جاي. Attends, j'écris dans le chat. Allez-y. 3 fois 97 multiplié par Là, il y a 97. هكذا مدام j'ai écrit sur le chat. D'accord. 3 lignes, 97 colonnes. وعلاش le X راهو 3 lignes et 90. Attendez. NP X. X. مدام j'ai La 3 taille lignes. intérieure, c'est combien? La taille intérieure, c'est 97 lignes fois 3 colonnes. madame. X. X X, c'est شحال la taille intérieure? On a défini que c'était 80. Attendez. Ah, il est 97 lignes fait X et 2 colonnes fait X. Ensuite, on a rajouté intercept. Donc, pour le moment, X, la taille intérieure, c'est 97 lignes et 3 colonnes. 3 colonnes. On est d'accord? Oui, madame. Donc, 97 lignes, 3 colonnes. نضربها في alors le θ درناه NP zeros de 2 lignes et une colonne. Madame, vous pouvez pas faire des prints. Des quoi? Des Des prints. t'as les shapes, oui, madame. Ah, J'ai bien oublié. sûr, on peut faire des prints de shape. Alors, initial cost, on va rajouter θ.shape. On a 2 lignes, une colonne. Et x.shape, normalement, on a 97 lignes et 2 colonnes. Voilà, 97 lignes, 2 colonnes. 2 lignes, 2 colonnes, donc ça va nous donner 97 lignes et une colonne. Donc, si je fais ça, Madame, 97 et une colonne, oui, c'est ça. C'est ça, Y crédit. ومن بعد انا ندير له ترانسبوزي باش نقدر نقصو مع الإيكغيك. صح الإي راهو 97 ليني. استنى وي دقيقة. وي دقيقة معليش نكملوا برك في لامبريسيون. نكملوا لي برينت تاعنا. وين كنا نديرو في البرينت؟ ici. Donc, si on fait ça, Y. شوف قبل ما ندير لا ترانسبوزي on va juste voir la taille. وي. هكذا من بعد ندير Y prédit point shape. والY point shape c'est 97 aussi. Oui, madame, on peut pas faire واحد راه جاي شغل vertical واحد horizontal. On peut pas faire Madame, direct. faut le reshape avant Y shape هذاك. Quand on change les données. بصح حنا رانا دايرين اون سوستراكسيون Y prédit moins Y. على جال لا سوستراكسيون اللي ندير لا ترانسبوزي. مادام رفعت الاخرى سون ترانسبوزي دير لك اون ايرور باسكو واحد راه 97 واحد راه 1 في 97 واحد راه شغل vertical واحد horizontal. Madame, Oui.
juste quand on charge les données, au premier Ah, moment, où on dit data np.gen from text, l'y shape يجي 97 virgule rien. Il faut le reshape. Il faut lui faire un reshape. Voilà. voilà, c'est ce que je préfère parce que qui la transposer. لو كان نديرو transposer هنايا في Y prédit يولي لنا une ligne et 97 colonnes et c'est pas intéressant parce que هنايا لازم لنا نديرو une soustraction élément par élément. وي مدام s'il te plaît Ah, مدام تقدري oui, ديري برينت تاعهم كاريمون كيما راهم برينت ايكغيك بريديكت وبرينت ايكغيك لي برينت كاريمون ok, ماشي تاع لي شيب. ok. هذا le Y هاوليك وهذا مدام. ال Y prédit. شوفي كش راهم مدام هذا راه لا ترونسبوزي تاع الاخر. لو كان ندير لا ترونسبوزي باش نقص مدام باسكو واحد راهو في اون ليني وحده ولا راهو اوريزونتال وواحد راهو فيرتيكال. صح Ok. صح لي دو عندهم ان اليمون مي واحد راهو شغل فيرتيكال واحد اوريزونتال. لا ترونسبوزي باش نقدر ندير لا سوبستراكسيون سي كوم ان ريشيب مدام. فهمتك عماد فهمتك. C'est juste que ما قنعتنيش la transposer. d'accord. ريشيب سي لا ميم شوز مدام. ماشي point Y point shape غلط. Donc هنا on va faire print برينت عشان يخرجوا دي زيرو. باسكو دي زيرو مدام تيتا راهو زيرو يعني انا دائما Ah ندير oui, d'accord. فوق هذا Mhm. حولته لين باش يولي كيما الايكراك وندير ناقص برينت ايكراك. Une ligne fois 97 colonnes. ما ça me convainc pas. ما قنعتنيش لو فات اللي عندنا une ligne 97 colonnes parce que ما فهمتش انا بايس qu'il est en train de faire parce que il a كان عندك un vecteur de 97 lignes et une colonne وتنقص له un autre vecteur d'une ligne et 97 colonnes mathématiquement واش راهو يدير باسكو حنا نعرفوا بلي un vecteur moins un autre vecteur يمد لنا un vecteur. Et on est d'accord sur ça. وي مدام. Des premiers éléments, moins le premier, deuxième moins le deuxième, oui, maintenant les valeurs, donc je devrais avoir 97 valeurs. Qui وي fait مدام وي توا مي باسكو الاخر ما راهمش دو ميم طاي مدام. لا ترونسبوزي باش ترجعهم في الميم في لا ميم طاي. بصح لا ترانسبوزي راهي ترجع لك un vecteur fait 97 lignes et une colonne ou un autre vecteur fait une colonne et 97 lignes. نو مدام ما فيش اون كولون 97 ليني مدام. بوفي وعلاش مدام انا افيشا لك هنا une ligne و 80 هاي لك درتها shape np transpose y predicted اسمح لي np.transpose .shape هاي لك كي نديرها هكذا او يخرج لي une ligne et 97 colonnes او يخرجها هكذا نسبة انا غالطين في والو. والايكراك شحال فيه والاي فيه راه ان طاب 97 lignes. اسم طاب هاو الاي هاو لك الاي بوان شيب فيه 97 lignes et une colonne. والاي اللي درنا له ترانسبوز فيه une ligne و 97 colonnes. وي كيفاش هو يدير ماتيماتيكمون هاي لك mathématiquement كيفاه نديرو un vecteur ou un autre vecteur. Obligatoirement, on doit avoir la même taille, donc le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. كيفاه هو راهو يدي un vecteur de 97 lignes une colonne وينقص له un vecteur d'une ligne et 97 colonnes. مادام هذاك الايكراك بريديت هو ياخذوكم ان سول فيكتور. هذا وي مادام هذا تاع لي زيرو ياخذوكم ان سول فيكتور وينقصوه. أو ياخذ هذا comme un vecteur. وي مادام وينقصوه مع الايكراك. Je sais pas, mais
Je sais pas, je comprends pas. ما قنعنيش عماد. داكور. وعلاش هو يديه في ان سول فيكتور alors que تعاود تولي ماتيماتيكمون il y a quelque chose qui cloche. وعلاه هو يكونسيديري فيه ان سول فيكتور. C'est-à-dire دوكا بالك راهو il a l'air de marcher. Mais si on a d'autres valeurs, est-ce qu'il n'y a pas un risque de faire n'importe quoi? مادام انا الكود كاع يتيك وخرج لي لي تيتا غير بهادي، دونك جو سي با جو بونس با كو هو نمباي تمشي هكذا مادام فيكو راهم 97 دونك ينقصها نورمال، سينو نديرو ريشيب وخلاص باش نحيو لومبيغويتي. Je préfère enlever l'ambiguïté. Bon, il y a Nice qui nous dit broadcasting. Voilà, si on ne sait pas comment ça fonctionne, et je vous parle par expérience, hein, parfois on utilise des choses, des librairies, وين نتوما تافونسيو بزاف في الكود نتاعكم ومن بعد تلقاو دي زيرور اللي ما تفهموش منين جاو. alors que c'était des choses اللي برك حنا ما فهمناش la librairie comment elle était implémentée وتمدلنا elle va nous fausser les résultats. Je préfère, Ahmed, je préfère qu'on enlève l'ambiguïté, d'autant plus que ce qui a capté l'attention, c'était que vos camarades, ça bouche le même coup. Je ne sais pas si de la méthode, il y a quelque chose qui cloche مع NumPy, qui fait la multiplication de deux vecteurs qui ont des tailles différentes. Mais effectivement, il est mieux d'utiliser le reshape هذاك باش تولي لنا 97 fois 1. داكور مثلا نديرو ريشيب. Mais encore, on doit être sûr que ماهوش راح يخلط لنا لداخل. Alors, donc لو كان نديرو هكا y prédit moins y راح يخرج لنا une erreur. y prédit moins y. Ah oui, mais c'est pas une matrice هكذا اللي تجيك مثلا. يخرج alors نديرو لها point shape. alors معليش نديرو هكا نديرو k égale et k point shape. Non, ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Oui. Madame, c'est y prédict point reshape لل 1 moins 1 plutôt point reshape moins 1 شي oui point reshape moins 1 non point reshape C'est autre chose. Donc très rare. Je vais faire le point reshape moins 1. Je vais le faire. J'ai juste quelque chose en tête. Y prédit. Une ligne fois 97 colonnes. Donc, Y prédit, voilà là. Donc, 2. Madame, j'ai juste un truc que j'ai remarqué parce que j'avais beaucoup de problèmes avec ça. J'ai vu que beaucoup de personnes travaillent avec le Matmult et Point Dot. Et j'ai juste remarqué que c'était équivalent de travailler avec Multiply et ça faisait sauter ce problème-là plus haut par rapport au campus. Multiply au lieu de... Oui, juste, oui. Parce que en général, Multiply, c'est element-wise multiplication. Quand on utilise la somme, ça revient au même quand on somme. Donc, vous faites... En tout cas, moi, j'ai évité ce... Oui, mais ça, je pense ne pas le faire d'aucun parce que je pense que ça va vous créer des erreurs parce que j'étais en train de suivre un ordre. Bah, là, Oui. Si vous allez faire ça d'aucun, ça va rechanger shapes. En tout cas, s'il y a des gens qui ont eu un problème avec ça, ils peuvent utiliser Multiply. C'est pas la même chose, mais ça donne le même résultat bizarre. C'est ça le problème avec les librairies parfois. Oui. C'est ça le résultat, madame. Voilà. Je pense que nous pouvons dire toutes les lignes de la colonne 0 moins Y pour éviter le reshape.
je préfère éviter le reshape. Parce que reshape, il a كان درنا غلطة في le Y prédit, لكن كان la taille تاعو كبيرة ولا صغيرة, on va forcer l'algorithme à avoir la taille qu'on veut. Bon, c'est vrai que reshape -1, ça ne force pas à avoir la même taille. Mais oui, Parfois, في Python, qui نقراو les données. oui, On lit les Y, mais mettre le shape complet. Si vous allez juste وين درنا le chargement des données, نلقاو Y, c'est 97, il n'y a pas le 1. oui. Vous faites Y égale Y reshape de Y reshape 0,1. Juste là-bas, vous enlevez après le np.transpose la fonction compute function. Donc, on peut le faire. Voilà, regardez. Je vais prendre ça. Allez, on va essayer de le faire. Derrière la fonction de coût, même si donc, on a ça et on a ça. Et on enlève le Y transpose. prédit. Le Y prédit. On va le laisser à l'intérieur de la fonction et dire voilà les possibilités. Donc, on a Y prédit. Le transpose. Ça, je pense que c'est mauvais d'utiliser transpose. Parce que plus tard, on peut avoir des surprises. Donc là, on va prendre ça. مدام Oui. علاش هكذا اون ريشيب لو Y Hein? فوق علاش اون ريشيب لو Y Vous reshapez le Y, qui reshapez هكا le Y, يولي le Y le même. وشنو يزيد له برك يزيد برك باللي il a une colonne. Parce que à la base, on a le Y عندنا 97 وما على بالوش شحال من colonne. Parce qu'il a juste lu les données. Qui dit le reshape. كيف مدام صافيك كاع لو Y صافيك لو Y من الفوق ثاني Oui. على بالي, je sais. خليته برك لهنايا pour dire éventuellement. On peut éventuellement parce que le كنديروا الفوق le كنديروا الفوق هذه elle va pas marcher. Bon, on peut le mettre en haut. Donc Y. Donc هنا واش نديروا Y à avoir une seule colonne. D'accord. Oui, madame. Et dans ce cas-là, on n'aura même pas. Mais je veux garder des possibilités de l'hnaya. Al, si, Y, prédit, n'a pas la forme demandée. Donc, on peut faire ça. D'ailleurs, dans le commentaire, Y, qui oublie la math multiplication. Moi, je préfère qu'on utilise math multiplication parce que c'est une multiplication matricielle. Donc, on a envie au maximum de mettre un lien entre la théorie et la pratique. Où ici, on est en train de faire une multiplication matricielle. Oui. Et comme j'avais des problèmes avec ça, et je multiply, ça m'a donné exactement le même résultat, juste pour vous dire. Bizarrement. Je comprends. C'est pour ça que... Voilà, pour avancer, je n'ai pas voulu me casser la tête avec... C'est pour ça. Mais là, je suis en train d'essayer de travailler avec le produit matriciel, justement. Oui, je suis d'accord. Il y a des erreurs, il y a des choses qu'on ne comprend pas et c'est pour ça que je vous encourage toujours à mettre sur tâche. Parce que là, vous êtes en master, vous êtes en train d'apprendre. Redoua, vous n'aurez pas le temps d'apprendre. Vous devez faire et essayer de, dès maintenant, trouver les bonnes pratiques ou de faire l'erreur pour ne pas cumuler. Et je vous parle vraiment par expérience, des logiciels avancés, il y a des erreurs vraiment très bêtes, juste reshape. Parfois, un reshape, il nous cause des erreurs vraiment lorsque le projet est vraiment avancé. Oui, bien sûr. Donc, essayez de surveiller vraiment et essayez de vous référer à vos formules mathématiques. Et est-ce que ça vous donne exactement ce que vous attendez mathématiquement? D'accord. Bon, donc on est bon. Normalement, jusqu'ici, ça marche. Nous avons calculé le coût. It's time.
Yeah, 1 second. Je fais bark si on a le même coup et je vous libère. Hein. J'ai pas vu le temps, Mohamed. Vous avez exécuté le Y reshape هذاك الفوقاني. Normalement, oui, non? Non, balak, je ne l'ai pas exécuté. Non, non. Reshape, c'est bon. Reshape exécuté. Je fais bark le coup si on arrive à trouver la même chose. Initial cost. Pareil, hein, 180 000. وي مدام باسكو ابارامون شاني فاهم انا في نيمبوي مدام كي تعطي له اون ماتريس فيها زعما دو وي. ديمونسيون ناقص ان فيكتور تاع اون سول ديمونسيون شتي لي ليني تاع دوك لا ماتريس من تما كينقص لهم يدير شغل الليني الاولى تاع لا ماتريس ناقص لو فيكتور الليني الدوزيام ناقص لو فيكتور وهي رايحه Oui. جوري لا ميم اون اورا ميم ريزولت Oui, oui. Donc, il est, je crois, pour lui, il n'aime pas, il essaie de vous éviter le maximum les erreurs. Mais parfois, c'est pas ce qu'on veut. Parfois, on préfère voir une erreur, la taille des deux vecteurs ne correspond pas, que il y a n'importe quoi, on risque de... Mais dans ce cas précis, bien sûr, ça marche. Dans ce cas précis, la transposée marche, mais je préfère, Ahmed, les maths, mais غلطوش. Donc, عاودوا vraiment vos bases mathématiques. Je veux faire une soustraction de deux vecteurs, نخدم deux vecteurs. ما نديرش je fais pas de bricolage. وي مدام Très bien, je pense que c'est l'heure. Donc, pour ce 180 000, on essaiera de le voir la séance prochaine, voir si vous avez eu le même résultat. Et si on n'a pas le même résultat, on essaiera de se rapprocher au plus du résultat que tout le monde a. Je vous remercie et je vous dis à dimanche, Inch'Allah. Alors, donc, la semaine prochaine, normalement, on aura mercredi, l'après-midi, notre TP.